Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2023. Je vous souhaite beaucoup de santé en tout cas pour pouvoir apprécier le reste. Dans cette émission, je vous propose une thématique endocrino-pédiatrique. Nous allons parler avec mes invités du retard de croissance. En effet, il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles un enfant peut grandir plus lentement que ses camarades ou ses frères et sœurs. Certaines raisons sont totalement inoffensives et n'affectent pas la santé de l'enfant. Cependant, il peut y avoir d'autres causes plus sérieuses comme la malnutrition ou encore certains problèmes médicaux tels que des maladies rénales ou hépatiques. Il se peut enfin que le corps ne fabrique pas assez d'hormones de croissance. Le but de cette émission est de vous alerter sur la nécessité de consulter suffisamment tôt pour pouvoir détecter l'origine du trouble de croissance de votre enfant et enfin optimiser les chances de prise en charge. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir et j'ai le grand plaisir de recevoir pour en parler professeur Mezwoud Mouna, vous êtes endocrinologue au niveau de l'EPH de Baïnem à Alger. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous tous, aux téléspectateurs. Oui, merci à vous. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Bouzid Aïcha. Vous êtes endocrinologue également à l'hôpital Baïnem. Vous êtes également présidente de la Société algérienne d'endocrinologie métabolisme. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et bonne année à tous. Bonne année à vous aussi, meilleurs vœux. Et bonne année, bonne santé surtout. J'y insiste parce que c'est un peu aussi le propos de l'émission. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Ladouz Asmahan. Vous êtes spécialiste en endocrinologie pédiatrique, c'est ça? J'espère que je ne me suis pas gourée, au CHU Babloued. Bonsoir. Je suis pédiatre et spécialisée en endocrinologie pédiatrique. Absolument. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Et bonne année à tout le monde. Oui, bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Bonne année, bonne santé. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, docteur Benkrassi Yassine. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne, vous êtes expert en médecine de l'adolescent également. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation et bonne année à tout le peuple algérien avec santé, prospérité et sérénité. Oui, bienvenue à vous quatre pour sensibiliser sur cette thématique qui touche nos enfants, qui les accompagne justement jusqu'à l'âge adulte. Alors les enfants, bien sûr, préfèrent être dans la norme, quel que soit le sujet d'ailleurs. Avoir une tête de moins que son meilleur ami peut vite tourner au complexe, d'où l'importance justement de surveiller la courbe de croissance. Pourquoi est-il aussi important justement de regarder la courbe de croissance de son enfant, professeur Ladouz? Alors, c'est bien sûr quelque chose de fondamental, puisque un enfant, la croissance, c'est un témoin de la bonne santé. Ce que je dis toujours à tout le monde. Un enfant qui grandit bien est en bonne santé. Un enfant qui ne grandit pas bien, quelle que soit la cause, il va arrêter de grandir ou mal grandir. Donc en fait, pour les parents, mais aussi pour les médecins, les pédiatres, voilà, ça c'est important. Familiaux. C'est la responsabilité pas uniquement du médecin, mais les parents aussi doivent y contribuer. Tout à fait. Les parents, ils vont bien voir. La maman, elle change d'habit normalement à son enfant tous les ans. Enfin, au tout début, tous les mois, et puis quand il devient plus grand, tous les ans. Si à un moment, elle se rend compte que ça fait 2 ans que l'enfant, il n'a pas changé de vêtements, il faut qu'elle soit alertée et qu'elle se rende compte qu'il y a un problème. Quelquefois, c'est les enseignants qui alertent, quelquefois, c'est les médecins scolaires, mais dans un monde idéal, on va dire, ou dans un monde plus civilisé, l'enfant devrait être vu régulièrement par son pédiatre, tous les mois quand il est tout petit, quand il est nourrisson, et tous les ans après 3 ans. Et c'est le pédiatre, en faisant cette courbe de croissance, qui devrait constater en fait ce retard de croissance ou cette petite taille. Oui. Alors vous dites, si on a bien compris, que la croissance est le gage de la bonne santé, parce qu'on a tendance à regarder peut-être l'esthétique ou regarder la taille, mais en finalité, si on s'en inquiète, c'est aussi parce que c'est le gage d'une bonne santé. Effectivement, comme vient de dire ma collègue, professeur Ladouz, l'état de la croissance reflète l'état de santé de l'enfant. Un retard de croissance peut cacher des pathologies et peut surtout être grave et menacer le pronostic visuel. On va en parler après des pathologies, des tumeurs qu'il faut, à travers juste le fait de détecter un retard de croissance, on peut détecter une maladie grave. Donc la croissance et le suivi sont très importants et même, vient de dire ma collègue, c'est vraiment fondamental. Les parents doivent savoir que s'il y a un problème de croissance, il faut tout de suite
on peut se rendre compte que l'enfant ne grandit pas par rapport aux collègues, par rapport aux amis de la classe, par rapport aux enfants du quartier, de l'école, etc. Mais les parents, dès qu'ils voient qu'il y a une anomalie, il faut qu'ils consultent. Et c'est au médecin qui va détecter s'il y a retard ou non. Oui, justement. Donc, la surveillance en fait, de cette courbe est un peu l'anticipation des problèmes de santé. C'est un motif récurrent, professeur Mezoued. Vous voyez beaucoup de gens qui consultent finalement pour des déficits, des retards de croissance. Ils sont confiés en consultation spécialisée, soit en endocrinologie pédiatrique, soit en endocrinologie adulte, par le médecin généraliste ou par le médecin pédiatre qui a constaté ce retard statural. Généralement, on ne consulte pas de son propre chef, c'est-à-dire on est orienté. Ça peut être un motif de consultation. Comme on est en structure hospitalière, souvent ils ne viennent pas vers nous directement pour le retard statural. Ils vont s'adresser soit à leur médecin de ville, soit le médecin généraliste qui a l'habitude de les voir, soit par exemple par la médecine scolaire qui peut dépister aussi ces petits-enfants. Mais ils vont finir par atterrir en consultation spécialisée qui va essayer d'explorer le tout. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, professeur Ladjouz, parce que vous me disiez tout à l'heure que c'est le premier motif de consultation dans votre service. C'est le premier motif de consultation, pas dans le service, mais dans la consultation d'endocrinologie pédiatrique. Oui. C'est pratiquement 50% des consultations. Alors, en endocrinologie pédiatrique, on voit aussi les problèmes de thyroïde, de surrénal, de puberté précoce, etc. Le retard de croissance reste le premier motif de consultation, c'est le motif le plus fréquent. Oui. Vous pensez aujourd'hui qu'on est suffisamment sensibilisé sur cette question, parce qu'on va voir tout à l'heure que le gros problème dans cette pathologie, justement, c'est le fait que les gens consultent trop tard, souvent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on fait suffisamment de pédagogie sur cette question ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on devrait le faire plus. Alors, on en fait, nous, pour les pédiatres, en tout cas pour nos collègues pédiatres, lors des séminaires de pédiatrie, on parle de ça. Je pense que Est-ce qu'on s'adresse, par exemple, aux médecins généralistes aussi ? Parce que c'est les médecins qu'on voit en première ligne. Et effectivement, ça arrive. Je pense que les médecins qui doivent être vraiment sensibilisés, on l'a fait il y a quelques années, vraiment, on l'a beaucoup fait. C'est les médecins scolaires qui voient les enfants tous les ans, quand même, ils font un travail formidable et il faut vraiment reporter ça. Je pense que les parents aussi sont sensibilisés. Malheureusement, il arrive encore parfois qu'un enfant qui va consulter pour petite taille, et pas que chez nous, on lui dise mais c'est pas grave, il va grandir après la puberté. Et ça c'est faux, d'accord ? Parce qu'une fois qu'on a terminé sa puberté, on a arrêté de grandir, ça y est, on a soudé ses cartilages de croissance. Donc c'est vrai que c'est important de faire le dépistage. Le dépistage est fait par le pédiatre. Le médecin généraliste, il voit l'enfant, par exemple quand il a une toux, des choses comme ça, mais je pense qu'il est débordé par d'autres choses. Et il y a beaucoup de pédiatres dans notre pays, dans toutes les villes de notre pays, et je pense que c'est le pédiatre qui doit faire le premier dépistage, qui doit déjà voir l'enfant, le mesurer, le peser, mettre sur la courbe et dire est-ce que cet enfant il a un déficit ou pas. Oui. Le pédiatre il peut aussi faire le premier bilan qui va permettre d'éliminer une maladie un peu on va dire générale, une maladie cœliaque, une maladie rénale chronique, des choses comme ça. On va y revenir. Voilà. Donc juste pour dire je pense que les pédiatres ils sont sensibilisés, probablement les médecins généralistes pas assez, et les médecins scolaires on peut encore mieux faire. Oui, et les parents aussi, c'est le but en tout cas de ce genre d'émission. Mais malheureusement, franchement, les parents maintenant, ils ont pas autant d'enfants qu'avant, donc quand même ils s'inquiètent, ils font attention, mais ils se voient quelquefois dire, pas toujours, mais quelquefois dire, mais c'est pas grave, il grandira plus tard. Je pense que c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire peut-être d'attendre, généralement, c'est ça le conseil. Tout à fait. Beaucoup de médecins disent on va patienter, on va voir, et parfois c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Docteur Belkacem, les valeurs ont changé quand on parle de courbe, puisqu'on parle de courbe au tout début de cette émission. Les valeurs ont changé au fil des années, c'est-à-dire finalement la moyenne dans les années 50 n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Puis on est étonné aussi peut-être de voir, c'est une question que peut poser monsieur tout le monde, de voir qu'en Algérie par exemple on a des courbes universelles, alors qu'on peut aussi se poser la question par rapport à la taille d'un Algérien, est-ce qu'elle serait la même par exemple que la taille d'un Danois ? Excellente remarque. Il faut savoir, si je prends par exemple la grande série française, donc les premières courbes ont été établies en 1950, elles ont été réactualisées en 2018. Si je prends par exemple une fille de 10 ans, donc en 1950, si on la mesurait, elle mesurait à l'époque 135,7 cm. Maintenant, elle mesure 139,5 cm. Ça veut dire qu'elle a pris 5 cm. Donc en France, mais on peut extrapoler à l'Algérie, depuis 1900, donc l'être humain, que ce soit fille ou garçon, mais après on fera la distinction entre fille et garçon, donc c'est 1 cm par an
à partir de 1900. Je reviens parce que les conditions de vie se sont nettement améliorées. Parce que quand on parle par exemple des années 50, c'était une période où il y avait des guerres, où il y avait des malnutritions. Voilà, c'était la période de la guerre mondiale. Vous avez donc l'apport de protéines, vous avez donc l'apport de calcium, et on est maintenant, je dirais, plus alerté par rapport à tout ce qui peut éventuellement perturber la croissance de l'enfant. Ma collègue a parlé tout à l'heure donc de la maladie cœliaque, mais on peut parler aussi de certaines maladies inflammatoires intestinales. On peut parler du reflux gastro-œsophagien qui peut entraîner donc une malabsorption de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments. On peut parler de beaucoup de pathologies qui peuvent être screenées dès le départ. Et je voudrais quand même parler aussi, en parlant de l'adolescent, il y a certaines pathologies éventuellement qui constituent un motif donc, de consultation à l'adolescence qui nous permettent éventuellement de remonter un tout petit peu en arrière en découvrant une anomalie qui serait peut-être passée un tout petit peu inaperçue durant la période pédiatrique. Oui, j'ai envie de revenir avec vous aussi, professeur Lajous, sur les courbes, parce qu'on vous me disiez tout à l'heure en discutant juste avant l'émission qu'aujourd'hui, parce qu'on a parlé de courbes, vous n'avez pas répondu à ma question, docteur Boukrassi, par rapport aux courbes. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Alors, les courbes OMS ont été... En Algérie, on travaille toujours sur les courbes OMS. En Algérie, il est recommandé d'utiliser les courbes OMS. C'est une recommandation nationale, c'est une recommandation de l'OMS. Ces courbes OMS, c'est des courbes de référence, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment été bien faites des 0 à 5 ans. Et celles qui sont après 5 ans sont des courbes du CDC américaines qui ont été mises à jour. Donc, on a quand même des courbes qui sont modernes, qui sont à peu près comparables aux nouvelles courbes françaises. On peut tout à fait utiliser ces courbes. C'est vrai que pour les donc pour les 0 à 5 ans, on peut vraiment utiliser pour tous les enfants du monde les courbes OMS. Après 5 ans, comme la génétique prend une part importante, c'est toujours mieux d'utiliser des courbes nationales. Alors nous n'avons pas encore de courbes nationales validées parce que dirigées par le ministère de la Santé. Ce serait parfait. D'accord ? Mais il y a des courbes qui ont été faites à Constantine, par exemple, et qu'on pourrait utiliser. Il faudrait juste les valider. D'accord ? Mais ce n'est pas grave. Ça va se faire ou pas, finalement ? Moi, personnellement, je vais le faire dans mon service, par exemple. Mais ce n'est pas grave. Même si on utilise des courbes, je dirais, chinoises, l'important, quand on suit la croissance d'un enfant, d'accord ? C'est pas tellement comment il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va le mettre sur une courbe, il va avoir un point de données. Mais c'est surtout comment il va évoluer, d'accord ? Un enfant qui grandit de façon régulière et un enfant qui va bien, même s'il est un peu en dessous, d'accord ? L'essentiel, c'est la vitesse de croissance. Combien il a pris en 1 année, en 6 mois, en 3 mois ? Le pire dans les pathologies qu'évoquait le professeur Bouzid, par exemple, les pathologies les plus graves, c'est des enfants qui arrêtent de grandir. C'est un enfant qui grandissait bien et qui arrête de grandir. Et ça, on le voit quelle que soit la courbe qu'on utilise. Donc le plus important, c'est pas que d'utiliser une courbe un jour, c'est de faire le suivi. Absolument. C'est-à-dire s'inquiéter au ralentissement ou à la cassure carrément de la courbe, comme vient de dire professeur Bouzid. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à regarder un reportage justement qui va nous expliquer comment se fait le suivi d'un enfant souffrant de retard de croissance. Ça se passe au niveau de votre service, professeur Lajous. Ça se passe à l'hôpital de Bab el-Oued. C'est un reportage signé Yanis Belkacem. Regardez. Cela fait 8 ans que Imad se fait mesurer ses courbes de croissance par son médecin traitant. Chaque année, elle vérifie s'il a pris quelques centimètres puisqu'il suit un traitement d'hormones de croissance. Bien, donc la prise de taille, c'est bien. Et donc il mesure 136,5. C'est bien. 1m36 à 13 ans, c'est bien, et c'est ce qu'elle va vérifier dans son carnet de courbes de croissance. Et on le voit bien puisque du coup, il n'a pas bien grandi cette fois-ci par rapport à la dernière fois parce qu'elle s'est trompée dans la dose qu'on lui a donnée, malheureusement, et ça ne lui a pas permis de grandir aussi bien qu'il le pourrait. Les troubles de la croissance, c'est un type d'affection qui peut concerner le poids, la taille et parfois le développement sexuel. Où on va voir aussi les effets secondaires du traitement par hormone de croissance qu'on lui donne. Et où on voit aussi, bon je ne le ferai pas devant vous, mais on examine aussi le stade de la puberté, parce que Imad il a 13 ans, c'est l'âge normalement où les enfants commencent à avoir leur puberté, et donc on fait vraiment un examen complet, on voit aussi les effets secondaires, donc je vais prendre la pression artérielle, etc. De nombreux facteurs qui se traduisent par un retard de croissance et d'autres problèmes de santé. Donc quand on parle de retard de croissance, ce n'est pas une pathologie, c'est plusieurs pathologies. Il y a des pathologies où on n'a que la taille, il y a des pathologies où la cause, elle est responsable d'autres déficits. On peut avoir un déficit des hormones qui vont diriger, par exemple, contrôler la thyroïde, les surrénales, etc.
ça concerne l'hypophyse. La croissance est un phénomène biologique complexe, soumis à l'influence des gènes, de la nutrition, de l'environnement, de la santé et des hormones. On a éliminé ces causes courantes, on va aller chercher chez les filles certains syndromes génétiques, le syndrome de Turner par exemple, d'accord. Et chez les enfants en général, filles et garçons, on va rechercher le déficit en hormones de croissance. Les tests de stimulation, c'est pour rechercher s'il y a un déficit en hormones de croissance. D'accord ? Donc, on est obligé, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'examen parfait pour faire le diagnostic de déficit en hormones de croissance. On est obligé de faire des tests de stimulation de l'hormone de croissance. On va l'envoyer ici. Dans la salle de soins d'à côté, le docteur Zaïd Melika, généraliste urgentiste, s'occupe des tests de simulation d'hormones de croissance, un examen important qu'elle explique soigneusement aux parents. un retard في الطول وفي الميزان. دونك حنا واش نديرو كي درنا التعيارات كاع صبنا بلي ناقص شويه l'hormone de croissance. Et dès qu'on aura les résultats, si on trouve qu'il y a un déficit en GH, on est obligé de refaire un autre test qui est le test à l'insuline. Le test à l'insuline, il ne dure pas 3 heures. Hein. Il dure 1h30 à peu près, 1h30. Voilà. Et ça, c'est avec ces 2 tests qu'on pose le diagnostic d'un retard, c'est-à-dire un déficit en GH, et on commence un traitement. Un enjeu de taille sur la santé de l'enfant, c'est pourquoi ces troubles doivent être diagnostiqués de façon précoce, car ils peuvent être associés à de graves affections. Professeur Bouzid, comment définir une croissance normale ? Alors ça, c'est une bonne question, une colle peut-être. Une croissance normale, c'est un enfant qui va grandir. Alors si je parle de retard, c'est une définition statistique. Une croissance normale, on a parlé de courbe. Il doit grandir dans son couloir. C'est entre plus 2 et moins 2. S'il est dans le couloir, c'est une croissance qui paraît normale, qui est normale. Maintenant, s'il dévie dans les 2 sens, s'il est au-dessous de moins 2, c'est un retard. S'il est au-delà de plus 2, c'est une obésité. Donc, il y a le couloir où on peut donc dire est-ce qu'il est en croissance est normale ou non. Maintenant, peut-être Mme Esmahan va intervenir peut-être pour le retard de croissance à la naissance. Ce n'est pas les mêmes courbes. Et là, tu pourrais compléter. J'allais poser une autre question, justement. Oui. À quel moment dit-on qu'un enfant est trop petit ? Alors, donc quel moment on doit s'inquiéter, justement ? Voilà, donc le moins 2 déviations. Alors, quand on parle de moins 2, c'est des déviations standards. En fait, c'est des écarts types. Là, comment on définit la normalité ? La normalité, c'est quelque chose de statistique. On va prendre tous les enfants de 4 ans, on va tous les mesurer, on va faire, si vous vous rappelez, les courbes de Gauss. On va avoir la médiane. Il y a 50% qui sont en dessous, 50% qui sont en dessus. 95% de la population est entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. En dessous de moins 2 écarts types, c'est ce qui est anormal statistiquement. Il est trop petit. C'est ça, la petite taille. Normalement, quand on parle de retard de croissance, c'est ce que je vous expliquais, c'est une histoire de vitesse de croissance. C'est-à-dire qu'on a mesuré l'enfant aujourd'hui, on le remesure dans 6 mois, et pendant cette période-là, il n'a pas pris ce qu'il devrait prendre. La vitesse de croissance est différente en fonction des différents âges. D'accord ? Un tout petit nourrisson, vous avez des enfants, vous avez vu que tous les mois, ils prenaient beaucoup. En 1 an, ils prennent pratiquement la première année 20 cm, c'est énorme. Un enfant de 6 ans, il va prendre que 6 cm par an. Un adolescent, il va prendre 10. D'accord ? La vitesse de croissance est différente en fonction de l'âge. Donc tout ça, on doit le savoir. Mais donc, le retard de croissance, c'est une vitesse de croissance, la définition, vitesse de croissance trop basse pour l'âge. Petite taille, c'est une taille qui est inférieure à la norme pour l'âge. La norme étant une statistique. C'est pas parce qu'il est trop petit qu'il est malade. C'est important de faire la différence. Oui, parce que ça dépend aussi de sa famille, c'est ça ? Parce que aussi, c'est un autre paramètre qu'on va prendre en considération. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on examine les enfants, la première consultation, on fait toujours la taille des 2 parents. D'accord ? Et ça nous permet de calculer la taille cible génétique. Absolument. C'est un calcul qui n'est pas toujours exact, mais ça nous donne une petite idée. C'est sûr que si vos 2 parents sont tout petits, vous avez moins de chances d'être assez grand. Ça ne veut pas dire que c'est normal, parce que quelquefois, les parents ont eux-mêmes une pathologie. D'accord ? Mais c'est vrai que ça nous aide à situer un petit peu l'enfant. Un enfant dont les parents sont très grands, il doit être relativement grand. Oui. Alors si on doit résumer, docteur Mezoued, si j'ai bien compris, bien sûr. Alors un enfant trop petit, un enfant dans la courbe risque de ralentir ou se casser. Et un 3e paramètre aussi, par rapport à sa famille, c'est-à-dire s'il est trop petit par rapport à la fratrie, par exemple, ou à ses parents. Mais là, pour le 3e paramètre, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas tendance à comparer ? Et parfois, on dit qu'il ne faut pas comparer, n'est-ce pas ?
Oui, mais c'est des indicateurs. Ça ne serait pas une mauvaise chose de comparer un enfant? On a des indicateurs. Et les indicateurs de croissance, c'est plusieurs paramètres qui nous permettraient de nous dire on va s'alarmer ou pas. C'est, premièrement, sa vitesse de croissance, son point comparativement à tous les autres enfants du même âge, et puis se comparer à ce qui est les parents. Si on a des parents grands, théoriquement, on est grand. Là, on ne pourra pas comparer si le papa est très grand et la maman petite. Oui. À ce moment-là, le rapport de comparaison est biaisé parce qu'il y a une grosse différence. Mais si approximativement les deux parents sont dans le même couloir, entre guillemets, on comparera. Donc ces 3 paramètres seront des facteurs qui vont nous dire on va s'alarmer. Parce que si on s'alarme, on va mettre en route des batteries d'exploration. Donc il faut s'alarmer pour des raisons importantes. Et ces 3 raisons sont les paramètres qui nous permettront de nous dire on s'alarme, on va aller explorer. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on peut passer à côté justement d'une petite taille, hein, docteur Benrassi, par exemple, vous en avez touché tout à l'heure un mot par rapport aux allergies alimentaires, par exemple la maladie de type maladie cœliaque, ou parfois certaines maladies comme un asthme sévère. Les parents ont tendance à banaliser, les médecins aussi, hein, quand les enfants sont touchés de ce type de maladie parfois. C'est très pertinent ce que vous dites. Il faut plusieurs verrous. Donc le verrou, on a parlé tout à l'heure, donc le médecin de ville, le pédiatre et le médecin scolaire. Il faudrait qu'il y ait donc une vision globale et donc chacun doit interagir pour ne pas passer à côté d'une pathologie, qu'elle soit aiguë ou chronique, curable et qui pourrait compromettre donc le pronostic de croissance de l'enfant. C'est extrêmement important. On parle par exemple de la maladie cœliaque, qui je le rappelle est une intolérance au gluten, mais on peut citer par exemple, je reviens à la thyroïde, une hypothyroïdie, même si le diagnostic est censé être fait donc à la naissance, il y a quelques hypothyroïdies qui peuvent éventuellement passer donc sous les radars et n'être découvertes qu'à partir d'un certain âge. On a parlé des reflux gastro-œsophagiens, on a parlé donc des maladies inflammatoires chroniques intestinales, on peut parler aussi des cardiopathies congénitales, on peut parler donc des maladies rénales, on peut parler donc des maladies respiratoires, donc une mucoviscidose, on peut évoquer beaucoup de diagnostics. Donc il faut être particulièrement vigilant pour ne pas méconnaître un diagnostic curable et qui pourrait donc, je dirais, compromettre donc cette croissance qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc il faut que sa croissance soit réussie avant que les cartilages de conjugaison ne soient ossifiés. Oui, ça c'est très important. Alors, on parle depuis tout à l'heure de surveillance. Une surveillance implique quoi au juste, hein, pour parler peut-être s'adresser directement aux gens qui nous regardent ce soir. Est-ce que ça implique un carnet bien entretenu? Est-ce que ça implique autre chose? Quand on parle de surveillance, qu'est-ce qu'il faut faire au juste? La surveillance de la croissance, c'est que cet enfant, il doit être mesuré régulièrement, tout simplement. Déjà, alors, bien sûr, dès la naissance. Dès la naissance, alors... J'espère que... Alors, c'est vrai que les maternités sont un peu débordées, mais quand même, c'est quelque chose d'obligatoire de peser l'enfant, de le toiser et de mettre ça sur le carnet de santé. Et aussi, le terme est important. Un enfant qui naît à 41 semaines avec 2,7 kg, c'est pas la même chose qu'un enfant qui naît à 36 semaines avec 2,7 kg. Donc, le carnet de santé doit être rempli à la naissance et après de façon régulière. Et puis aussi, les parents, quand même, ils connaissent leurs enfants, ils le savent, ils voient bien. La maman, elle le sait, c'est son enfant. La mère, elle peut vous dire exactement quand est-ce qu'elle a arrêté de grandir, juste par rapport aux vêtements. Donc, mais la surveillance sur le plan médical, c'est essentiellement au départ pour le dépistage, le poids et la taille. Régulier. Alors ça, c'est pour la naissance, et il faut le poursuivre, hein, je pense. Voilà. Je voulais juste rajouter qu'en complément de ce que vient de dire Asmahan, il y a les visites pour la vaccination. La vaccination, c'est le moment où l'enfant devrait... moi, je me rappelle, il y a peut-être Asmahan, peut-être elle ne sera pas d'accord, mais je me rappelle, il y a quelques années, c'était automatique. L'enfant faisait sa consultation, son poids, sa taille, un examen peut-être sommaire. Avant le vaccin, bien sûr. Avant le vaccin. Maintenant, il y a... Peut-être parce qu'il y a trop de monde, peut-être avec la Covid, peut-être c'est ça qui a un peu chamboulé les choses. Mais moi, j'invite les parents. C'est toujours insister avec la maman. Vous emmenez votre enfant pour vaccin, faites-le peser et toiser. Et vous dites au médecin... demandez de l'inscrire. Voilà. Et voilà, c'est surtout le mentionner sur le carnet. Parce que des fois, c'est fait, la maman oublie, le médecin, il est trop pris, il n'a pas le temps de le noter. Et il faut absolument noter. Parce que quand il y a un retard, on va reconstituer la courbe. Et c'est là où on peut se rendre compte à quel moment
il a cassé ou il a commencé à ralentir. Absolument. Voilà. Alors ça, c'est pour la petite enfance, parce que généralement, les 2 premières années, ça se passe bien. Parce qu'il y a des rendez-vous très rapprochés pour la vaccination, comme vient de le dire professeur Bouzid. Mais peut-être c'est après que le problème se pose, quand les enfants commencent à grandir, ils vont moins chez le médecin. Comment devrons-nous faire, j'ai envie de dire, et à quelle cadence aussi, parce que c'est très important. Est-ce qu'il faut toiser son enfant à la maison, c'est-à-dire lui faire une espèce de règle sur le mur, et une fois ou 2 fois par an, comment il faut le faire? Idéalement, c'est le pédiatre. Idéalement, il a au moins une consultation annuelle chez le pédiatre. C'est-à-dire même s'il n'est pas malade. Théoriquement, c'est ça. On a besoin de passer chez le pédiatre en dehors de toute maladie pour évaluer l'état de santé de notre enfant. Après, si ça se fait pas, si les conditions sont pas, c'est pas compliqué de toiser son enfant et de le noter sur le carnet de santé. À la limite, au crayon, mettre une courbe, la date et mettre sa toise de son enfant à défaut d'avoir autre chose. Mais idéalement, c'est le pédiatre qui doit le faire. Et il doit avoir un passage. Et il doit alerter aussi quand ça ne va pas. Il doit être examiné, cet enfant. Même un enfant en bonne santé doit passer chez le pédiatre au moins 1 fois par an. Peut-être insister aussi sur une information que le professeur Ladjouz en a parlé. Regardez les vêtements aussi. Quand un enfant met des années sans changer de taille ou sans changer de chaussures, ça c'est très important. Mais la classe, ils se comparent, les enfants. On les emmène à l'école. Il dira, je suis le plus petit, maman. À partir de la scolarité, c'est l'enfant qui va dire maman, je grandis pas, maman, je suis le plus petit de la classe. C'est le moment où on consulte généralement. C'est le moment où on consulte. C'est quand quand on va à la crèche ou à dès qu'on a du comparatif. Oui. Justement, je voulais rajouter encore une fois, l'enfant une fois scolarisé, il y a une visite dans l'année obligatoire. Et là, ça serait bien. En plus de l'examen, c'est de toiser et de peser. C'est vrai que les toises devraient être validées, etc. Mais ça serait bien que le médecin de l'hygiène scolaire, parce que là, c'est un acteur très important pour détecter. C'est le but. Voilà. Et c'est ça, on invite tous les médecins, donc surtout de l'hygiène scolaire, à peser et toiser. Parce que là, on peut se rendre compte beaucoup. Je vais vous dire encore, on a eu des enfants qui ont perdu la vue. Ils viennent en cécité parce qu'ils ont un crâniopharagiome. Et cet enfant est scolarisé. Donc, imaginez, le médecin scolaire peut détecter beaucoup de choses. Même les cryptorchidées, les testicules qui ne sont pas dans les bourses, quand il y a des anomalies, c'est très important. La médecine scolaire. La médecine scolaire. Oui, absolument. Oui, docteur Boukassi, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais abonder aussi dans le même sens pour le médecin scolaire. Je vais sauter à autre chose. Par exemple, certaines maladies rénales. Donc une recherche de ce qu'on appelle la maladie de Berger ou une protéinurie qui a la présence de sang ou des protéines. Donc ça doit être fait sur un échantillon d'urine. Et donc ça, c'est le rôle aussi du médecin scolaire. Parce que c'est à partir de là qu'on peut détecter une maladie rénale. Donc c'est un examen qui est simple, mais qui peut rapporter gros, puisque ça nous permettra de découvrir, comme je l'ai cité, une maladie de type maladie de Berger ou une protéinurie, par exemple une protéinurie orthostatique ou une protéinurie dans le cadre d'une néphropathie glomérulaire. Ça, c'est extrêmement important à screener. Oui, absolument. Au risque de me répéter, professeur Ladjouz, les gens consultent à quel âge généralement? Peut-être pour dire qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut consulter. Alors nous, on avait fait il y a quelque temps une moyenne. Une moyenne, c'était 9 ans. D'accord, mais ça veut dire qu'il y en a qui consultent tout petit à 2 ans et il y en a qui consultent à 15 ans malheureusement. Quelquefois, il y en a qui consultent, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Ils ont fini, ils ont terminé leur puberté. Donc, mais en moyenne, c'est un peu 9 ans. C'est vrai que c'est début de scolarité, etc. Je voudrais juste un tout petit peu défendre les médecins scolaires parce que je pense qu'ils font quand même beaucoup de choses avec peu de moyens. D'accord. On a juste rappelé qu'ils ont justement une responsabilité. Il y en a beaucoup qui le font. Nous, on voit beaucoup. Non, mais quand on dit qu'ils ont une responsabilité, ça ne veut pas dire qu'ils le font pas. Non. Je veux juste insister et leur dire de continuer à le faire. Absolument. Parce que franchement, juste les moyens. Voilà. Alors, ils n'ont pas de toise, par exemple. Nous, ils ont eu des toises, c'est-à-dire si on n'a pas de toise, on n'a pas. Ils n'ont pas de cours, etc. Mais quand même, il y en a beaucoup qui font très bien leur travail. Il faut savoir qu'ils sont surchargés, qu'ils n'ont pas une école, qu'ils sont responsables de plusieurs lycées, etc. Ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant, mais franchement, ils font et ils doivent continuer à faire ce qu'ils font parce qu'ils le font pas mal quand même pour une majorité. De ceux que moi je connais, en tout cas, ils le font bien. Oui. Docteur Benkassi, on continue à surveiller un enfant jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce que, si vous me posez la question, je dirais jusqu'à la fin de son adolescence. C'est-à-dire jusqu'à quel âge à peu près? L'adolescence, les Nations Unies établissent l'adolescence de 10 à 19 ans.
à peu près 10 à 19 ans. Il faut savoir aussi qu'un enfant, quand il grandit, donc cette croissance n'est pas souvent harmonieuse. Par exemple, si je prends, parce qu'il y a quelquefois des contraintes biomécaniques, et certains adolescents peuvent se blesser en faisant certains efforts physiques. La masse osseuse, quand elle progresse, quelquefois le tissu conjonctif ne suit pas. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui forcent au moment de l'adolescence et ils peuvent se blesser. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est de continuer à les suivre jusqu'à la fin de l'adolescence. Je voudrais rajouter un petit mot par rapport à cette adolescence. Il faut savoir qu'un enfant prend 20% de sa taille donc définitive de l'adulte pendant son adolescence et il prend jusqu'à 50% de son poids adulte pendant son adolescence. Donc cette adolescence est extrêmement importante à screener et à surveiller parce qu'elle conditionne le passage, entre guillemets, donc de l'enfance à l'adulte. Il ne faut pas oublier aussi que le pic de croissance est lié aussi à la puberté, qui, je le rappelle, est décalé entre les filles et les garçons. Les filles ont une puberté qui commence plus tôt que les garçons. Les garçons sont décalés de 18 à 24 mois à peu près. Et en ce qui concerne donc la croissance du garçon se finit, entre guillemets, elle est plus ample, elle est plus prolongée. Elle se finit avec donc la fin de la puberté qui peut aller par exemple jusqu'à 16-17 ans pour les garçons et on va dire 14-16 ans pour les filles. Donc il y a un timing sur lequel c'est-à-dire on a tort parfois de comparer notamment à partir de la puberté. Peut-être au jeune âge, on peut comparer les tailles entre filles et garçons, mais à partir d'un certain âge, c'est un peu absurde. D'ailleurs, c'est pas la même chose. D'ailleurs, vous m'avez posé la question tout à l'heure sur les courbes de croissance. Pour me défendre par rapport à tout à l'heure. On doit avancer dans le débat. Avant, il y a beaucoup de questions à poser. Non, mais les courbes de croissance, avant, elles étaient indifférenciées entre les filles et les garçons jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc c'était des courbes communes. Maintenant, dès la naissance, ce sont des courbes qui sont distinctes entre filles et garçons. Justement, puisque vous parlez de distinguer ou de distinguo entre filles et garçons, est-ce que le dépistage ou les consultations se font au même titre, professeur Ladjouz, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une parité? Malheureusement, non. Dans tous les pays du monde, on constate qu'on voit beaucoup plus de garçons qui consultent pour retard de croissance que de filles. Oui. Donc c'est un peu injuste. On a toujours tendance à penser que c'est plus grave si un garçon est petit, qu'une fille, si elle est petite, elle est mignonne. Mais il faut savoir qu'il y a certaines maladies, enfin c'est des syndromes qui n'existent que chez les filles. Le syndrome de Turner, si on a le temps d'en parler, qui est un syndrome très particulier, où la taille n'est pas le seul problème et où il peut y avoir d'autres problèmes beaucoup plus importants et qui est l'une des causes les plus fréquentes de petite taille chez la fille. Oui. D'accord ? Donc c'est aussi important, si une fille est petite, de la prendre en charge, de la diagnostiquer et de la prendre en charge, sur un même titre que le garçon. Oui, absolument. Professeur Bouzid, est-ce qu'il existe des signes ou des symptômes chez une personne de petite taille? Est-ce qu'on peut la reconnaître, vous qui êtes des spécialistes de la question, est-ce qu'on peut reconnaître une personne, alors à part la petite taille, on va dire, qui peut être un signe révélateur justement d'un retard de croissance, est-ce qu'il y a d'autres signes? En fait, ça dépend peut-être des étiologies, parce que si on prend le retard de croissance par déficit en hormones de croissance, il y a un aspect caractéristique des enfants. Si je prends par exemple le Turner aussi, ils ont un morphotype particulier. Si je reviens pour le déficit en hormones de croissance, c'est des enfants qui sont petits, ils ont donc des petites mains, des petits pieds, ce qu'on appelle l'acrométrie. Ils ont une adéposité abdominale, ils ont un front bombé. Donc, le spécialiste reconnaîtra déjà de loin. Le Turner, c'est la même chose. Vous voyez, quand c'est vraiment typique, en dehors des mosaïques qui sont des formes un peu légères, voilà, on peut reconnaître. Je ne sais pas, par exemple, pour l'insuffisance rénale, il y a le teint aussi, quand c'est vraiment chronique, avec le temps. On peut reconnaître, il y a des petits signes. Maintenant, si vous trouvez un retard de croissance avec une obésité, ça peut être syndromique. Une obésité syndromique, ce qu'on appelle par exemple, il y a le syndrome de Prader-Willi.
l'hypothyroïdie. En fonction des étiologies, on peut retrouver des symptômes. On peut les reconnaître, c'est-à-dire un spécialiste comme vous peut le reconnaître. Professeur Mzoud, alors on parle depuis tout à l'heure de l'importance de consulter. Pourquoi, finalement? Pourquoi il est aussi important de consulter pour un retard ou pour une petite taille? On ne va pas dire retard de croissance, on va dire pour la petite taille. C'est un symptôme qui va démasquer une étiologie. Et dans les étiologies, le premier enfant qu'on reçoit qui est de petite taille, et sur ce qu'on avait insisté, sur une cassure de la courbe, la première étiologie, c'est la tumeur hypophysaire ou un processus tumoral intracellaire qui va être une étiologie urgente, qui est une urgence médicale, une urgence chirurgicale, et donc là, le dépistage est important. Ça peut être une pathologie rénale qui peut mettre en jeu le pronostic. C'est des pathologies qu'il faudra éliminer. Ça peut être des pathologies graves. Oui. Un retard statural, ça ne peut pas être qu'un déficit en GH. Quand on reçoit, nous, en consultation, un retard statural... C'est l'hormone de croissance. Voilà. Avant d'aller évoquer... Avant d'évoquer un déficit en hormone de croissance, on va éliminer toutes les autres étiologies qui peuvent être plus graves... Avant d'arriver à ça, qui sont plus graves, qui sont plus fréquentes et qui peuvent mettre en jeu et le pronostic vital. Donc on peut mettre en jeu la vie de l'enfant et c'est ça l'objectif de départ. C'est pour ça qu'on est aussi alarmé par une petite taille. Parce qu'on doit savoir pourquoi il est petit. Et pour savoir pourquoi il est petit, il faut éliminer toutes les étiologies de petite taille. Entre autres les tumeurs. Professeur Lajous, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que dans le déficit en hormones de croissance, effectivement, c'est toujours la pathologie on nous adresse toujours pour suspicion de déficit en hormones de croissance. Mais finalement, c'est que 10% des cas. D'accord? Alors, c'est vrai que vous avez fait une étude à votre niveau, vous avez fait il y a quelques années. Tout à fait, il y a quelques années, on avait fait une étude et c'était 10% des cas, ça rejoint à peu près les données de la littérature. Oui. Les causes les plus fréquentes sont des causes constitutionnelles. Heureusement, elles ne sont pas graves. C'est un enfant qui est né petit, c'est un enfant qui a une maladie osseuse. Alors, net petit, ça veut dire quel poids? Alors, net petit, ça va dépendre du terme. On va dire à terme, par exemple, un poids inférieur à 2 kg 700 à 41 semaines, d'accord? Ou une taille inférieure à 46 cm. Donc ça, c'est des enfants qui naissent trop petits. C'est ça, parce que la norme, c'est 50 cm. 50 cm, 3,5 kg à la naissance pour un enfant qui est né bien à terme. Après, on a des courbes aussi pour ça, d'accord, en fonction du terme. C'est très spécialisé, c'est pas la peine. Non, c'est pas le but, voilà. Donc, le déficit en hormones de croissance, c'est vrai que c'est une cause qui est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui sont graves dans le déficit en hormones de croissance. Il y a deux types de déficit en hormones de croissance globalement. C'est les enfants qui naissent avec un déficit en hormones de croissance. Ils ont une anomalie congénitale de l'hypophyse. Ces enfants-là, en fait, on ne va pas les diagnostiquer sur la taille. On va les diagnostiquer dès la naissance. Pourquoi? Ils vont faire des hypoglycémies. L'hormone de croissance, elle sert aussi au métabolisme. Donc, c'est des enfants, et quelquefois, on passe à côté pendant la période néonatale, ils ont fait beaucoup d'hypoglycémie, on n'a pas fait attention, et ils arrivent un peu trop tard. C'est des enfants qui peuvent faire des espèces de convulsions. Tout à fait, à la naissance. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de grave quand même, parce qu'un enfant qui fait beaucoup d'hypoglycémie, il peut en souffrir. Et le deuxième, c'est celui qui va arriver, en général ils sont plus grands ceux-là, à 10 ans et qui arrête de grandir et qui a une tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire, le crânio-pharyngiome c'est le plus fréquent, mais aussi le gliome, etc. Il faut dire ce que c'est une tumeur. C'est une tumeur, d'accord, de la région ici, parce que l'hypophyse elle se trouve juste derrière le nez ici, d'accord. Et donc le problème de cette région-là, c'est qu'il y a l'hypophyse, mais il y a aussi les voies optiques, le chiasma optique. Et donc si cette tumeur elle est trop grosse, ça va comprimer sur les voies optiques. Ce que disait professeur Bouzid sur son patient justement qui est venu. Exactement. Donc c'est pour ça que ces enfants-là, si on les prend trop tard, ils ne verront plus. Même la chirurgie, quelquefois, peut être envahissante. Donc ça, je dirais que s'il y a quelque chose, nous, qu'on craint, c'est ces pathologies-là. Mais heureusement, celles-là, on les retrouve. On les diagnostique assez rapidement parce qu'il n'y a pas que le retard statural. Les grosses tumeurs, en général, c'est des enfants qui, par ailleurs, ont des céphalées, ont des signes d'hypertension intracrânienne. Ça, c'est peut-être un signe qui va alerter les parents. Des céphalées chroniques ou un enfant qui fait pipi plus qu'il ne devrait. Il a un syndrome polyuropolydipsique qui se met à refaire pipi au lit alors qu'il ne faisait pas pipi. D'accord ? Ça, si vous avez un enfant qui est petit, qui fait pipi au lit alors qu'il ne faisait plus et qui a mal à la tête, il faut tout de suite aller à l'hôpital. C'est le plus grave. Oui, voilà. Ça c'est important à rappeler. C'est aussi pour dire, docteur Benkrassi, que l'hormone de croissance ne sert pas uniquement finalement, parce qu'on a tendance à s'attacher ou à donner de l'importance à l'aspect esthétique, à la taille, alors qu'en parallèle, l'hormone de croissance aussi gère beaucoup de choses finalement dans notre corps. Oui. En plus de la glycémie, il y a aussi alors l'équilibre entre les muscles et les graisses, et il y a aussi l'os, c'est ça ? D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'hormone de croissance est actuellement utilisée chez certains adultes. Il faut le savoir aussi. Oui. Donc les adultes utilisent l'hormone de croissance. C'est une hormone, donc c'est la GH, et donc elle sert, donc je dirais, à la croissance de tous les tissus. Mais attention, cette hormone de croissance, il faut l'utiliser donc avec parcimonie.
Pourquoi il faut l'utiliser avec parcimonie? Il faut que les indications soient bien ciblées, parce que donc elle fait croître, donc y compris les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes. Donc il faut être extrêmement prudent. Par exemple, il y a certaines flambées des grains de beauté quand on utilise l'hormone de croissance. Donc il faut donc les surveiller, donc au niveau cutané aussi. Je voulais rajouter une petite remarque. Les garçons finiront à la fin par être plus grands que les filles. C'est physiologique, voilà. Donc voilà. Est-ce que c'est constitué? Ça fait partie de la nature, voilà. Donc c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut le signaler. L'hormone de croissance, je voulais quand même. J'ai appris il y a quelque temps quelque chose qui m'avait interpellé. C'est contre-intuitif, mais l'hormone de croissance, sa régulation, elle est gérée, donc entre guillemets, par la GHRH qui la stimule. La somatomédine qui l'inhibe, et il y a la somatostatine qui l'inhibe, et il y a une troisième hormone qui est donc la gréline, qui est sécrétée par les cellules donc, de l'estomac, qui est l'hormone de la faim, FAIM. Et donc, elle est, donc, je dirais, donc, la gréline stimule donc, l'hormone de croissance. Et ça, c'est contre-intuitif parce qu'on aurait tendance à se dire, donc, ce sont des enfants qui, donc, en ayant faim, donc, vont manger, donc, ils vont se développer. Mais en fin de compte, je dirais que c'est... Je voulais rajouter une petite remarque par rapport à l'obésité. Oui. C'était ma question que j'allais poser justement, mais si vous le permettez, je vais la poser peut-être à professeur Bouzid. Est-ce qu'on peut parler aussi de facteurs prédisposants justement quand on parle de la petite taille? Par exemple, on peut parler de l'alimentation. Est-ce qu'on peut parler aussi vous avez parlé tout à l'heure de puberté précoce. Est-ce qu'il y a comme ça des facteurs qui peuvent nous prédisposer aussi à être de petite taille? Alors, il faut savoir que la croissance est régulée par plusieurs facteurs. Il y a les facteurs, par exemple, génétiques, on en a parlé. Oui. Si le papa est petit... C'est à hauteur de combien, là, le facteur génétique? 20%, on va dire, à peu près? Est-ce qu'on a un chiffre? Oui, à peu près, c'est ça, c'est 20%. 20-30% peut-être. Mais il y a aussi les facteurs environnementaux aussi, c'est très important. Le fait de bien manger, le fait de faire du sport. Ça, c'est très important, l'alimentation. Voilà, il y a les facteurs psycho-affectifs, même l'affection, ça peut jouer aussi sur la croissance. Je n'ai pas oublié d'autres, donc alimentaires, environnementaux, génétiques. Docteur Benrassi voulait parler de l'obésité, de l'incidence de l'obésité sur la taille. Est-ce que c'est important aussi? Quand on est obèse? Ça peut, oui. Oui, professeur Mzoui. On est grand. Si on est petit et obèse, on est dans quelque chose de syndromique plutôt. Et on évoque une pathologie syndromique. Mais les obèses ont tendance à être plus grands que le couloir usuel. Le sommeil, c'est important. Ou alors, il faut vraiment avoir des maladies graves du sommeil pour que ça ait une incidence sur notre croissance. Alors, sur l'enfant, la qualité du sommeil... Oui, professeur, juste savoir que la sécrétion de l'hormone de croissance, ça se fait la nuit. Donc, il faut un bon sommeil pour qu'il y ait cette sécrétion. Pour avoir un vrai retard de croissance, il faudrait vraiment avoir une pathologie grave du sommeil. C'est ça, voilà. Quand même, la sécrétion d'hormones de croissance se fait essentiellement la nuit. Donc, on ne peut que dire aux enfants de bien dormir et de suffisamment dormir. Un enfant, quand il est petit, il doit dormir 10 heures par nuit normalement. Et donc, ça, on pourrait toujours leur dire que ça fait... Mais quand même, pour vraiment agir... On parle de pathologie, il faudrait vraiment qu'il y ait une pathologie grave, vous avez raison. Et même la sécrétion. La prématurité, ça peut aussi nous prédisposer à avoir une petite taille? Alors, plutôt le retard de croissance intra-utérin, d'accord? On sait que 10% des enfants qui naissent petits passent trop petits par rapport au terme, restent petits à l'âge adulte. C'est parmi les adultes qui sont petits. Ça, c'est des enfants qui naissent à terme. Qui naissent à terme, mais trop petits. Alors, les enfants qui naissent trop petits, c'est peut-être parce que la mère, elle avait une hypertension artérielle pendant la grossesse, ou parce qu'il y avait une infection pendant la grossesse, ou des choses comme ça. Ces enfants, quand ils naissent trop petits, ils ont beaucoup de chances de rester petits jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est des enfants qu'on va beaucoup surveiller quand ils sont tout petits. C'est vraiment quelque chose d'important. On a parlé tout à l'heure aussi des enfants qui ont un asthme sévère éventuellement, pour rappeler juste que la prise de cortisone peut-être, peut, entre autres, peut-être qu'il y a d'autres médicaments, vous pouvez nous le dire, qui peuvent aussi altérer la croissance d'un enfant. Donc l'hormone de croissance. Je voulais rajouter sur l'activité physique. Donc l'activité physique stimule la production d'hormones de croissance aussi. Donc ça, c'est extrêmement important d'être dans une mobilité, de bouger, de faire des activités physiques sans pour autant être dans l'excès. Mais ça, c'est sans parler de sport particulier, parce qu'on a tendance à parler du basketball ou du volleyball. Mais ça, c'est l'activité physique parce qu'elle stimule
Les hormones aussi, c'est ça? Oui, l'activité physique stimule déjà donc la production, donc la croissance osseuse, puisqu'elle stimule l'activité des ostéoblastes. C'est ça, oui. Donc ça, c'est extrêmement important. En parlant d'activité physique ciblée, certains sports permettent d'avoir une posture idéale. Si je prends par exemple le basket, le volley, donc ça permet d'étirer donc la colonne vertébrale, et ça c'est extrêmement important pour pouvoir garder une attitude droite, et ça fait gagner entre guillemets quelques centimètres aussi. La puberté précoce, docteur Benkrassi, ça c'est un point important aussi quand on parle de croissance. Oui, c'est un Aujourd'hui, point. on en voit de plus en plus avec malheureusement les perturbateurs endocriniens. Oui. Puberté précoce, j'allais rebondir moi sur mes collègues me le confirmeront, obésité et puberté précoce aussi, parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent éventuellement être à l'origine d'une puberté précoce. Il faut savoir qu'une puberté précoce, donc il y a une Quand croissance... on dit aujourd'hui puberté précoce, ça veut dire à partir de quel âge? Avant 8 ans chez la fille et avant... On en voit aujourd'hui des oui, femmes. c'est la deuxième pathologie la plus fréquente en endocrinologie pédiatrique. Voilà. Pour répondre à votre question de façon plus directe, une enfant, c'est souvent les filles, les pubertés précoces. Ça bloque en finalité la croissance? Non, ça bloque pas la croissance. Elles vont grandir trop tôt. Au lieu de, elles vont grandir trop tôt, elles vont faire leur pic de croissance trop tôt, et donc elle va arrêter de grandir trop tôt. Donc en fait, au lieu de toute la partie de l'enfance où elles auraient dû grandir de façon régulière, elles vont la squeezer. Donc il y a toute une partie de leur croissance qu'elles vont pas faire, et elles vont grandir trop tôt et finir trop petites par rapport aux autres enfants. Sans parler des problèmes psychologiques. C'est quand le diagnostic n'est pas fait, parce qu'il y a une accélération de la vitesse quand elles sont pas stressées, bien sûr. Je rajoute une petite remarque, c'est pour dire que finalement, elles ne vont pas consulter pour un retard statural, ces petites filles. Elles auront tendance à être plus grandes que leurs camarades en classe. Au début. Voilà. Au début. Et donc elles vont finir avec une taille finale plus petite que les autres. Mais le motif de consultation de départ ne sera pas la petite taille. Voilà. Quelquefois, quand même, c'est vrai qu'on a déjà vu des filles qui consultent malheureusement trop tard, à 12 ans, parce qu'elles ont fini leur puberté, et ils nous disent, les parents, elle grandit plus. Oui, parce qu'elle ça y est, elle a fini de grandir. Par contre, il y a le retard pubertaire qui peut entraîner un retard statural. Oui. C'est-à-dire dans les deux sens, voilà. La puberté précoce, il y a une sécrétion d'hormones qui va accélérer la croissance. En accélérant, à un certain moment, ça va se bloquer. Et l'enfant ne pourra plus grandir. C'est ça qui va aboutir au retard. Par contre, le retard pubertaire, ça entraîne un retard statural. Voilà. C'est plus fréquent chez les garçons. D'accord. Contrairement à la puberté précoce qui est plus fréquente chez la fille. Ok, alors on a dit que le plus gros problème aux consultations, c'est que les parents arrivent tardivement. Vous pensez que c'est dû à quoi finalement? Est-ce que c'est un conseil de leur médecin? Comment ça se passe généralement? Pourquoi les parents, quand ils arrivent chez vous, et c'est quoi finalement arriver trop tard? Insister sur la consultation, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à avoir un signal d'alerte pour dire il est plus petit que les autres. Et c'est les confrères essentiellement qui vont faire cette démarche-là. Trop tard, ça veut dire que ça sera à la phase de la puberté. C'est vraiment notre c'est qu'on amorce, qu'on consolide. Quand c'est au début de la puberté, est-ce que c'est déjà trop tard, par exemple? C'est pas trop tard. Voilà. Il faut avoir encore du cartilage de conjugaison. Il faut encore avoir quelque chose qu'on puisse faire pousser. Mais idéalement, c'est plutôt 9 ans, 7, 8 ans. Avant, dès qu'ils arrêtent de on est grandir, d'accord, mais bon, c'est dans le meilleur des cas, il n'y a pas un âge pour ça. Consulter finalement. C'est ça qu'il faut retenir. Le mieux. Moi, je dirais que c'est jamais trop tard. Voilà. Parce que même si, typiquement, la fille qui a fait une puberté précoce et qui vient à 12 ans alors qu'elle a fini de grandir, c'est vrai que c'est trop tard pour la taille, mais on va chercher la cause quand même de cette puberté précoce. D'accord ? C'est pas que les perturbateurs endocriniens. Là aussi, il y a des tumeurs quelquefois, donc il faut chercher. Donc, c'est jamais trop tard. Le plus tôt, c'est le mieux. Nous, en pédiatrie, on a la chance de les voir beaucoup plus tôt, je pense, que les endocrinologues. Donc voilà. Donc, il faut juste dire aux parents, consultez votre pédiatre en première intention, votre médecin généraliste s'il n'y a pas de pédiatre, et le médecin généraliste fait le dépistage, c'est ça qui est important. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être brièvement sur le diagnostic, professeur Ladjouz. Aujourd'hui, c'est compliqué de diagnostiquer un enfant de petite taille? Non. Pour faire juste le diagnostic de petite taille, c'est facile, il suffit de le mesurer, de le mettre sur une courbe de croissance. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver la cause de la petite taille. Voilà. Ça, c'est un peu plus difficile parce que, comme il y a beaucoup de causes, on doit faire étape par étape. Quand on a éliminé l'existence d'une maladie qui bloque la croissance et qu'on pense d'emblée, puisqu'on est arrivé justement à l'hormone de croissance, on fait quoi aujourd'hui? C'est une prise de sang, c'est quoi? Alors, le diagnostic du déficit en hormone de croissance, c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Tout à fait. Il y a 3 choses importantes. Le
premier, dans le déficit en hormones de croissance, il y a toujours un retard de la vitesse de croissance. Donc il faut faire cette vitesse de croissance, la mesurer. La deuxième chose, c'est des explorations hormonales. Ça commence par un dosage simple, qui est une prise de sang standard, qui est l'IGF-1, qui est un test de dépistage. L'IGF-1, c'est une hormone qui est stimulée par l'hormone de croissance, et c'est elle qui va aller agir directement sur le cartilage de croissance. Mais elle a beaucoup de facteurs négatifs, c'est-à-dire que si jamais un enfant est trop maigre, on ne peut pas l'interpréter, par exemple. Et enfin, voilà, pour confirmer le diagnostic déficit en hormones de croissance, c'est des examens assez compliqués, qui sont les tests de stimulation de l'hormone de croissance, qui ne sont pas très fiables, malheureusement, donc souvent on est obligé d'en faire 2, d'accord, pour savoir s'il y a un déficit en hormones de croissance. C'est ça. Et après, si on a au test un diagnostic de déficit en hormones de croissance, il faut qu'on aille voir ce qui se passe au niveau de l'hypophyse. Donc il faut faire une imagerie, c'est une IRM cérébrale qui sécrète l'hormone de croissance est sécrétée par une glande qui s'appelle l'hypophyse qui sécrète d'autres hormones. D'accord. Et il faut aller voir ce qui se passe là-dessus. D'accord. Absolument. Alors, à quel âge on peut commencer les traitements finalement si on a un déficit en hormones de croissance? Alors, plus le traitement, plutôt le diagnostic précoce, plus le résultat du traitement est meilleur. Donc, généralement, à partir l'hormone de croissance, dans la physiologie, ça commence à agir à partir de 2-3 ans jusqu'à 4 ans. Ça commence à agir. Donc, on ne va pas traiter précocement l'enfant. Si tu n'es pas d'accord, tu me le diras après. Tu me diras, tu me laisses finir. Je vais juste finir et tu prends la parole. C'est juste pour dire, quand on diagnostique un retard de croissance à la naissance, on peut le traiter. Parce que là, il faut faire le diagnostic. Maintenant, si on ne fait pas le diagnostic, on peut traiter après, par exemple, parce que là, il faut faire des tests. Elle vient de dire qu'il faut faire les tests. Les tests, on ne peut pas les faire chez un enfant petit, parce que surtout le test à l'insuline, on le fait plus tard. On peut doser les GF1, petite enfance, on peut doser la GH, mais c'est pas très, c'est pas contributif au diagnostic. Maintenant, si on a une tumeur et on fait le diagnostic sur l'IRM, bien sûr qu'on peut traiter même à un âge très jeune. Donc le plus souvent, on n'a rien, c'est juste la petite taille, et on peut commencer à faire le test à partir de 3 ans, 4 ans, parce que là, le test est dangereux. Il y a risque de mortalité c'est une hypoglycémie et il y a le risque. Donc on ne fait pas un test à l'hypoglycémie insulique chez un nouveau-né très petit. On le fait à partir de 3 ans, 4 ans. Dès qu'on fait le diagnostic, on peut commencer le traitement. Parce que le résultat du traitement, plus le traitement est précoce, plus les résultats sont meilleurs. Parce qu'il y a un rattrapage, surtout les 2 premières années. Absolument, pour rattraper le retard. Oui, professeur Ladouze. Oui, non, je ne suis pas d'accord en fait sur le déficit en hormones de croissance congénitale chez un nouveau-né. Je vous l'ai dit, le diagnostic ne se fait pas sur la taille. Il fait des hypoglycémies. Là, on met l'hormone de croissance dès la naissance. Tout à fait, on est d'accord. C'est clair. D'accord. Un enfant qui est un nouveau-né, on ne va pas lui faire un test de stimulation de l'hormone de croissance. Ça n'a aucun sens. On dose de l'hormone de croissance de base et on fait surtout l'IRM. Mais celui-là, surtout, il faut lui donner l'hormone de croissance dès la naissance. Sinon, il va faire des hypoglycémies. C'est grave. L'autre chose, pour d'autres, les tests au glucagon, par contre, on peut les faire chez les tout petits. C'est pas très dangereux. Et donc, en fait, dans le déficit en hormones de croissance, on peut mettre l'hormone de croissance à n'importe quel âge dès qu'on fait le diagnostic. Là où il y a un âge, c'est le retard de croissance intra-utérin qui n'a pas rattrapé et le syndrome de Turner. Cela, effectivement, on le mettra à partir en général de l'âge de 3-4 ans. D'accord. Mais dans le déficit en hormones de croissance, c'est la seule pathologie où on met l'hormone de croissance dès la naissance. On termine en un mot. Quand on est sur le diagnostic. Docteur Benrassi, en un mot, est-ce qu'aujourd'hui, il est prouvé, c'est-à-dire l'efficacité de cette hormone de croissance synthétique, disons-le, son efficacité est prouvée aujourd'hui. On rattrape le retard de croissance. On rattrape quand elle est instaurée tôt. Donc tôt, ça veut dire avant la puberté. Il y a une fenêtre thérapeutique. C'est ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Il faut l'instaurer, donc, comme mes collègues l'ont dit, donc de façon, donc je dirais ciblée, avant que les fameux cartilages de croissance ne s'ossifient. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut savoir aussi une chose, en dehors de l'hormone de croissance, plus une thérapeutique efficace est instaurée tôt, plus, donc je dirais, il y a une efficacité et il y a moins de dégâts plus tard. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, messieurs, dames. On arrive à la fin de cette émission. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.